Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et on vous souhaite la bienvenue comme tous les jours avec Philippe David. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Cécile Doménibus. Comment ça va? Quand je suis en votre compagnie, en la compagnie des vraies voix, ça ne peut que bien aller. Et vous? Vous dites ça tout le temps? Oui, mais à parce quel que moment je vous pense. mentez? Je ne mens jamais. Mais je n'ai jamais menti de ma vie. Bah, c'est impossible, personne n'a jamais, c'est pas vrai. Lorsque vous arbitriez. Non. Mais vous avez Les gardé, mais Non, vous mais avez vous gardé pouvez pas dire une j'ai dent. jamais menti de ma vie, Philippe J'ai une David. rancune Enfin, absolue. à Ah, l'insu bah de mon- déjà, Enfin, enfin, attendez, c'était ok. toujours à l'insu de mon plein gré. Ah ouais. Mais quel escroc, mais c'est pas possible. Bref, autour de cette table, Philippe Ligère, vous l'avez entendu. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir. Puisque vous me demandez ce que j'ai fait hier, Non, ma j'ai rien chère demandé. Cécile, j'ai vu une très bonne pièce de Sacha Guitry, La jalousie, D'accord. que je vous recommande. Pourquoi moi? Oh, parce que vous pourriez la comprendre. Ah d'accord. Je ne me suis pas adressé à n'importe qui. Merci pour moi. Mickaël Sadoun est avec nous, chroniqueur politique et consultant. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Et Mickaël. puisque vous ne me le demandez pas, je vais vous dire aussi ce que j'ai fait de mon vivant. Je suis allé au Allez-y. bowling. C'est donc un peu moins intellectuel que Eh, Philippe Bilger. Ça fait longtemps que j'y étais pas allé, mais j'ai bien Bien aimé. sûr, accompagné. Vous savez quoi? Oui. Elle va être longue cette Toujours. émission. Elle va être longue. Mona Jafarian est avec nous, cofondatrice de l'association Femmes Azidi et puis auteur du livre Mon combat aux éditions Stock. Bienvenue. On est ravis de vous accueillir ce soir. Merci beaucoup, bonsoir. Ça va Monia? Ouais. Elle va bien. Bon, nous aussi. Vous Allez, n'avez pas soyez joué les au bowling ce bienvenus. week-end? Non, Soyez j'ai les- fait mes décorations de Noël avec mes enfants. Déjà? magnifique. déjà. Ouais, ça y est, le sapin. Mais il quelle faut- heure il est? Attendez. Un mois avant. Mais Mona, on fait pas ça un mois avant? Ah bah si, au Bah non, moins. le français moyen bah, fait ça le moi. 23 Ah, décembre, non. c'est C'est tout ma le grande monde. passion dans la vie Ah de bon, Noël. d'accord. Ma fille et mon gendre ont fait ça ce week-end. Et aussi. moi, j'ai caché les œufs de Pâques là ce Ok, week-end. super. Allez, on va y aller. Mes amis. Ah d'accord, ok, voilà. Donc je ne fais plus ce que je veux dans cette émission. On me dirige par le son. D'accord, très bien. Alors, c'est le moment pour vous de jouer sur Sud Radio, de remporter un très joli cadeau. Une Tony Box. C'est Tony Box, vous connaissez c'est la boîte à histoire sans écran pensée pour les enfants de 1 à 9 ans. Vous en aurez chacun un, vous inquiétez pas, parce que vous rentrez dans le... L'âge mental. Et vos héros préférés, bien sûr, Disney, La Patte Patrouille, Petit Ours Brun et bien d'autres. Robuste, facile à utiliser, vous allez voir, c'est très sympa. Et pour vos enfants ou quelqu'un de votre famille, 0826 300 300, vous voulez le vôtre. C'est facile, vous envoyez SUD par SMS, SUD au 7 20 18. Je répète le 7 20 18 et peut-être que vous serez l'heureux ou l'heureuse gagnante de ce très joli cadeau. Allez, cette émission commence maintenant avec au sommaire le grand débat du jour. Emmanuel Macron qui pourrait annoncer jeudi la création d'un service militaire, mais cette fois-ci sous forme de volontariat en France dans un contexte de sécurité mondiale incertain. Et on vous pose cette question. Service militaire, seriez-vous volontaire pour vous, vos enfants, les deux ou ni l'un ni l'autre? Eh bien, vous dites à 82% pour ni l'un ni l'autre, à 9% pour les deux, à 7% pour vos enfants et à 2% pour vous. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Moi, je pense que supprimer le service militaire a été la pire erreur. Je ne suis pas pour un service volontaire, mais carrément obligatoire, comme à l'époque. Et puis la question du soir, après la démission en mai dernier, souvenez-vous, du vice-président de Lyon 2, visé par une enquête pour apologie du terrorisme, un professeur d'histoire médiévale a diffusé sur les réseaux sociaux une liste de personnalités en majorité juives, en les qualifiant de génocidaires à boycotter. Et on vous pose cette question. Un procédeur dresse une liste de personnes qu'il qualifie de génocidaires. Vous dites à 55% qu'il faut le révoquer, à 23% qu'il est dans son droit, à 8% qu'il faut le sanctionner, à 14% sans opinion. Moi, je dis qu'il faut virer ce type de personnage qui met une cible dans le dos des gens, à croire que les leçons de Charlie et de Samuel Paty n'ont pas été retenues. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 20h. Nous sommes en guerre. À vos ordres, mon général! L'ennemi est là. Combien tu mesures, deuxième pompe? Chef, 1m75, chef! 1m75, jamais vu un tas de merde aussi haut que ça! Et cela requiert notre mobilisation générale. Et vous êtes là parce que c'est l'aventure, les mecs. Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou! Nous sommes en guerre. Chef, oui, chef! Les vraies voix Sud Radio. Il s'est bien amusé, notre réalisateur. Full Metal Jacket. Ouais, et on va revenir sur cette question, Philippe, sur le service militaire, Philippe Bilger, sous forme de volontariat. On parle d'à peu près de 5000 personnes déjà pour commencer. Est-ce que ça va dans le bon sens? Alors, en ce qui me concerne, je ne le ferai pas, ma D'accord. chère Cécile. Ok. Donc, déjà, comme j'ai tendance généralement en pensant
à commencer par moi-même, je donne une réponse immédiate. Mais pour le reste, je trouve que c'est une très bonne idée. Paradoxalement, comme souvent chez le président, elle arrive trop tard. Je veux dire par là qu'elle répond bien sûr ponctuellement, conjoncturellement, à une situation de crise et même de guerre virtuelle annoncée de manière perpétuelle, mais en même temps, c'est la recherche d'un lien qui n'existe plus dans notre pays. On est condamné aujourd'hui à chercher des liens dans le domaine sportif, mais en réalité, on ne l'a plus profond et peut-être qu'un service, même volontaire, serait de nature à le rétablir. Mona Jafaria. Moi, je suis pour le service volontaire, pas obligatoire, mais volontaire. Je trouve qu'on perd en patriotisme dans ce pays et que ça aiderait beaucoup la jeunesse à être fière de son pays, à avoir envie de se battre pour son pays. Et moi, je suis plutôt pour. Il y a d'autres pays qui le font. Par exemple, en Israël, le service militaire est obligatoire. Et je trouve que ça donne quand même une rigueur d'esprit et que c'est vraiment à privilégier, mais volontaire. Michael Sadoun. Moi, je ne vois même aucun inconvénient au service militaire. Alors après, est-ce qu'il faudrait qu'il soit obligatoire ? Probablement que oui, parce que les bienfaits du service militaire ne sont présents que dans la mesure où il est obligatoire. C'est-à-dire que ça crée un sentiment de cohésion nationale. Et évidemment, on sait que s'il n'est pas obligatoire, certains voudront y échapper, donc ça perdra un peu de ce substrat-là. Ça crée un sentiment patriotique. Ça permet aussi aux gens d'être formés. Après, ça peut démarrer comme ça. Et après, voilà. Oui, alors je souhaiterais qu'il devienne obligatoire. Et puis ça forme aussi les citoyens des problématiques de sécurité et de défense. Moi, je connais très bien un pays qui l'applique et qui est Israël. Il y a 2 ans de service militaire obligatoire. Je peux vous dire que quand il y a filles et garçons, c'est important. Filles et garçons, évidemment, avec des filles qui ont des postes maintenant très importants dans l'armée. Je peux vous dire que quand il y a un fait de terrorisme dans la rue, il y a 90% des personnes qui savent comment réagir et qui parfois même possèdent une arme. Donc en fait, on n'attend pas 5 minutes avant que le terroriste en question soit abattu. Donc oui, ça crée une société, j'ai envie de dire, plus prête à réagir au danger. Et en plus solidaire entre les générations, entre les classes sociales, etc. Donc moi, j'y serais très, très, très favorable. Mais il peut y avoir des dérives, Philippe David. Non, moi je crois pas aux dérives dans un pays démocratique comme la France. Alors il y a 2 choses quand même qu'il faut rappeler. Quel service militaire ? Parce que est-ce qu'on va faire des régiments d'appelés comme c'était le cas à l'époque, où seule une partie des cadres, c'est-à-dire commandants de compagnie ou d'escadron, chefs de corps adjoints, étaient désengagés, quelques lieutenants, sous-lieutenants, et après c'était des appelés, les aspirants et les sous-offres, quelques sous-officiers engagés. Quelle structure militaire va-t-on faire ? Alors c'est peut-être un peu technique, mais c'est une question à vraiment poser. Enfin là, vous parlez d'un service militaire, là on parle de volontariat, très cool. Non, mais est-ce qu'on fera justement des régiments qu'avec des volontaires, ou est-ce qu'on inclura par exemple un peloton de volontaires dans un escadron d'engagés, d'un régiment d'engagés ? Ça fait partie, parce que c'est pas du tout la même chose. Et ça fait partie du package, désolé pour l'anglicisme, qu'on devrait connaître dans 3 jours. Parce que c'est jeudi qu'on nous annonce les mesures. Pour avoir fait le service militaire, je pense que c'est une très bonne idée. Je pense qu'une des pires erreurs qui ait été faite, encore une chose au passif de Jacques Chirac, mais si on fait tout le passif, on en a pour longtemps, c'est la suppression du service militaire. Et quel service militaire ? Mais moi je dis, le volontariat, je suis contre. Moi je suis pour pour que ce soit pour tout le monde, hommes et femmes. Attention, avec une chose près, 10 mois, 12 mois, ça me pose aucun souci, mais il faut également... j'avais une idée qui m'est sortie de l'esprit. Elle était nulle, donc c'est pour ça. Elle s'est auto-détruite elle-même. Allez, non, elle était bonne en plus. Je vous rejoins un petit peu, mais là on y va. Dans ce que j'ai cru comprendre, c'est que est-ce que le volontariat ne pourrait pas constituer une forme de transition vers autre chose ? On verrait l'expérience et peut-être... Mon cher Michael, ça entraînerait vers l'obligation. Allez, on en parle dans un instant. 0826 300 300 si vous pensez que ils sont pas dans la vérité. Vous voulez proposer une autre forme de service militaire ou pas du tout ? 0826 300 300, on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David.
Et on est très heureux de recommencer cette semaine avec vous autour de cette table. Philippe Bilger qui est avec nous, Mickaël Sadoun, chroniqueur politique et consultant, Mona Jaffarian qui est cofondatrice de l'association Femmes Azadi et auteur du livre Mon combat aux éditions Stock. On revenait sur cette information d'Emmanuel Macron pour annoncer jeudi, on attend cette annonce d'un service militaire, mais cette fois-ci sous forme de volontariat en France. Et il y a quelques instants, l'une des vraies voix, et en l'occurrence mon co-animateur, dit je sais plus ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez retrouvé Philippe David? Le souci, c'est aussi, parce que ça, je pense aux engagés qui vont devoir encadrer les appelés, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui n'est plus la jeunesse de mon époque. Nous, on arrivait... Ah, ça y est. Mais allez, non, mais c'est vrai. Nous, on arrivait, on était respectueux, on se la fermait. Parce que quand vous avez des appelés qui vont arriver, qui vont dire, mais le Wi-Fi est pas bon pour jouer sur ma tablette le soir. Celui qui va dire, moi, je suis vegan, je veux pas autre chose à l'ordinaire ou sur le terrain. Et troisième qui va dire, moi, je suis non-binaire, je veux qu'on m'appelle Fantassin le lundi et Fantassine le mardi. Ça va quand même être un peu différent. Non, de mon mais époque. là, c'est la différence, c'est que c'est du volontariat. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui sont déjà peut-être moralement pliés à ce type de discipline aussi. C'était ça l'idée que vous aviez oubliée. C'était l'idée que vous aviez oubliée. Absolument, parce que je peux vous dire que nous, à notre époque, on respectait les gradés. Je suis pas certain que ce serait le cas aujourd'hui. Mais justement, il faudrait le rendre obligatoire précisément pour que les gens qui ne sont pas encore dans ce cadre y rentrent aussi. C'est-à-dire que moi, je suis prof dans le supérieur, j'ai accès donc à cette génération entre 20 et 25 ans. Je peux vous dire que je pense que ça leur ferait du bien d'être au contact de militaires qui leur apprennent la discipline, la rigueur, et qui leur apprennent surtout à mettre entre parenthèses leur particularité et leur individualité. C'est pas une école de redressement. C'est pas une école de redressement. Regardez le SNU, ça n'a pas vraiment fonctionné en fait. Le SNU, c'était une colonie de vacances améliorée. Là, si vous êtes avec des militaires, ça vous change la vie, quoi. Moi, mon premier réveil le matin, je l'ai pas oublié. Mona Jaffarian. Moi, je suis d'accord. Et puis, je pense surtout que face à des militaires, ils vont moins fanfaronner qu'ils le font face à des professeurs ou dans la vie de tous les jours. Donc, je pense que ça serait pas une mauvaise chose, effectivement. Et puis là, je pense que face à un chef de groupe commando, si vous lui parlez pas bien, les parents viennent pas vous faire une remarque le lendemain, quoi. À mon avis. Oui, mais j'ai du mal à croire, Philippe Bilger, que tous ceux, encore une fois, qui souhaitent aujourd'hui s'investir comme militaires opérationnels ou en tout cas de mission, je sais pas comment on peut dire, soient des gens qui soient à l'écart de la société. À moins d'avoir des gens qui veulent retrouver un chemin. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, dans un monde irréel, si je me retrouve dans la vie des 12 salopards avec Mickaël Sadoun et Philippe David comme chef, j'ai extrêmement peur. Alors, je serais capable de tuer mon ami au lieu de viser mon adversaire. Alors, on vous mettra aux cuisines. Est-ce que vous, Mona, aujourd'hui, est-ce que vous pourriez accéder de dire je vais donner de 12 mois de ma vie alors que je suis mère de famille, est-ce que vous accepteriez? Alors je crois que j'ai plus l'âge, moi. Je sais pas si je servirais à grand chose. Ça vous arrange bien ma condition physique aujourd'hui. Mais je pense plus jeune, vous auriez pu le faire. Pour mes filles, ça me dérangerait pas qu'elles aillent faire le service militaire. Je pense que c'est une très bonne leçon de vie. Et pour moi, je vous dis, le patriotisme, c'est vraiment le ciment d'une nation. Et on le perd de plus en plus. Alors moi, je le vois en Iran renaître de plus en plus. Et je vois qu'on le perd de plus en plus ici. Et justement, peut-être parce qu'on a une vie un peu facile. Et face à la dureté de l'armée et les principes qui sont les leurs, je pense que ça aiderait beaucoup. Moi, ça me dérangerait pas que mes filles aillent faire pendant un an l'armée. Et en plus, ça apprendrait à se défendre. Je pensais à vous, moi. Je vous verrais un très bon rôle dans l'armée. Mais moi, les gens le savent. Moi, j'aurais adoré faire mon service militaire. Oui, mais moi, je vous aurais vu en espionne un peu séductrice, plutôt. Mata Hari. Ah ouais, d'accord. Elle a mal terminé. Je sais pas ce que vous avez fait ce week-end, Philippe Bilger, mais... Moi, je voulais quand même dire que le problème aussi avec cette idée-là, c'est que Emmanuel Macron, même quand il a une bonne idée, c'est pour de mauvaises raisons. Donc j'ai peur qu'il nous parle de ça en nous disant qu'on va faire la guerre à la Russie. Parce que c'est ça le motif. Oui, bien sûr. C'est qu'en fait, il nous met dans un esprit de lutte contre la Russie. Donc moi, je suis favorable pour... je dirais la construction d'une société, d'un roman national, de ce que vous voulez. Mais si c'est pour aller faire la guerre contre la Russie, enfin, ça me semble juste un peu évasé comme opinion en ce moment. Et puis surtout, il y a quand même une chose dont on va parler, je pense, jeudi.
mais des appelés, faut les mettre dans des casernes. Les casernes des régiments d'appelés, on les a vendus. On en a fait très souvent des programmes immobiliers, un peu partout en France. Des casernes qui ont fermé, il y en a eu des dizaines. D'ailleurs, ça a été un désastre pour les villes de garnison, parce que les gars, le soir, en sortant, ils faisaient vivre les cafés, les restaurants, les bars, etc. Et il y a tout à remettre en place, parce qu'on a tout fermé. Et puis, dans ces cas-là, ça coûte de l'argent. Il va falloir... Qui va-t-on déshabiller pour habiller l'armée? Parce que si on met des midas mais qu'on leur donne pas un fusil d'assaut pour apprendre à s'en servir, le démonter à tirer, qu'on leur apprend pas à faire le parcours du combattant... Et il faut être combien d'années pour être un bon militaire, surtout? Opérationnel. On peut être formé opérationnel, franchement, en 3-4 mois, ça peut aller assez vite, hein, pour être... ouais. Ah oui, mais là, vous parlez au du panier, quand même. Non, mais attendez, pour être en zone de combat, enfin, pour être à 3-4 mois, on sait quand même faire déjà pas mal de trucs, hein, franchement. Alors attention, on n'est pas chef de groupe commando au bout de 4 mois, etc. Mais par contre, vous prenez les gars dans le train qui font la logistique, peuvent passer leur permis poids lourd, aller jusqu'aux zones de combat en livrant. Ceux qui sont dans l'artillerie, ils apprennent à servir d'un canon, ils sont pas en première ligne, etc. Donc il y a plein de choses vous qu'ils avez peuvent vu, faire. Philippe, c'est pas moi le patron, c'est lui. C'est lui. Au carré, c'est déjà extrêmement dur. Oui, extrêmement dur. Voilà, faudra commencer dès lundi. Allez, merci beaucoup les amis. Tout de suite, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio, on n'y croit pas. Oh, c'est pas vrai. Un narcotrafiquant détenu à Vendin-le-Vieil, autorisé à sortir sans escorte ce lundi, François Louis. Oui, on est lundi, mais on n'y croit déjà pas, Cécile. À Vendin-le-Vieil, un narcotrafiquant classé parmi les plus dangereux du pays, qui s'est d'ailleurs déjà évadé autrefois, est autorisé ce lundi à sortir de sa prison sans escorte, je le précise. Vous avez bien entendu, l'homme est libre pour aller passer un entretien d'embauche dans la région lyonnaise. Petite distinction, l'entretien c'est pour dans 3 ans. Voilà, je préfère le préciser. Pour info, la prison dans laquelle il est détenu appartient au nouveau dispositif censé couper toute communication des barons de la drogue. On en a parlé la semaine dernière. Et pourtant, ce cher monsieur sort simplement porté par une ordonnance de juge. Et c'est Thomas Vaugrand. Bonsoir Thomas Vaugrand. Bonsoir. Bonsoir, vous bienvenue. êtes secrétaire général du syndicat UFAP UNSA Justice dans les Hauts-de-France. Concrètement, quand vous entendez ça, quand vous apprenez ça, est-ce que c'est normal? C'est de la cohérence totale. C'est-à-dire que le ministre Gérald Darmanin a créé des quartiers de lutte contre la criminalité organisée assez précipitamment. Le but de ce quartier est de mettre sous cloche, si je puis dire, de rendre totalement étanche l'établissement pour pas que les détenus, notamment les 100 plus gros narcotrafiquants de ce pays, ne puissent communiquer avec la société. Et aujourd'hui, c'est le même détenu qui est gardé, qui est surveillé par des personnels lorsqu'il sort de cellule. Il est accompagné par 3 personnels. Lorsqu'il parle des appels téléphoniques, il est écouté. Et aujourd'hui, on va le laisser sortir seul dans la nature une journée complète. Donc c'est de la cohérence totale et c'est du non-sens. Manuel Bompard disait ce matin qu'en matière de réinsertion, en tout cas dans la vie, c'était plutôt, ça allait dans le bon sens. Qu'en pensez-vous? Je pense le contraire de Manuel Bompard. Attendez, est-ce que vous parlez tous les deux en même temps? Allez-y, Philippe Bilger. Pardon, ne bougez pas, hein. Philippe Bilger. Non, je pense le contraire de Manuel Bompard. J'entends bien la critique de ce qu'ils appellent les sorties sèches. Mais il faut examiner les situations particulières qu'on appréhende. Ce serait très simple. Moi, on prétend qu'on a appliqué la loi. Imaginons que ce trafiquant ne regagne pas comme il doit le faire sa cellule. Eh bien, c'est très simple. Le juge de l'application des peines qui a pris cette décision aberrante, et même la chambre des appels qui a validé cette sortie aberrante, eh bien, ce serait simple. On les révoque. Il y en a assez que les erreurs graves ne soient jamais suivies de la moindre responsabilité. Thomas Vaugrand. Mais le vrai problème, c'est que ces détenus qui appartiennent au quartier de lutte contre la criminalité organisée dépendent du droit commun. Cela n'a pas été anticipé. Le quartier a été fait en urgence et ça n'a pas été anticipé. Donc ces détenus, s'ils remplissent les critères comme n'importe quel détenu lambda, peuvent bénéficier de ces permissions. Alors nous, on n'est pas, à l'UFAP UNSA Justice, on n'est pas contre les détenus préparent la sortie, bien au contraire. Si ça peut éviter la récidive. Mais si ce détenu a l'obligation de voir un éventuel employeur, celui-ci peut se rendre au parloir ou alors avoir un entretien téléphonique. On ne peut pas un jour faire sortir ce détenu avec une escorte ultra sécurisée et avoir un régime de détention ultra sécurisé et un autre jour le laisser sortir seul dans la nature. C'est complètement incompréhensible.
Merci beaucoup. Et puis il a quitté la prison ce matin à 7h40. La permission va jusqu'à 21h. C'est long quand même comme entretien quand même. C'est hallucinant. Et voilà. Merci beaucoup Thomas Vaugrand d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire général du syndicat UFAP-UNSA Justice pour les Hauts-de-France. Vous restez avec nous dans un instant. La suite avec le tour de table de l'actu des vraies voix. Dans un instant, on parle de quoi avec vous, Philippe David ? La mort de Jimmy Cliff. Et avec vous, Mickaël Sadoun ? Les entreprises qui doivent arrêter de s'engager un petit peu. Mona Jafarian. On va parler de Fribita, une jeune femme iranienne incarcérée en ce moment en Iran. Et Philippe Pourquoi Bilger. le ministre Nunez est-il contre le délit de séjour irrégulier ? On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette table, ils ont la langue bien pendue et ça nous arrange. Philippe Bilger en premier. Ça va mon Philippe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il marmonne, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne suis pas milliardaire comme on parlait un peu des bon, d'accord, milliardaires. Je ne suis pas au niveau de mes amis. Peut-être qu'il cache très bien son jeu. Philippe David est milliardaire ? Non, pas du tout. Bien sûr que si. Je suis sûr. Je suis sûr que vous me cachez quelque chose. En roupies pakistanaises ou en peso guatémaltèque, je dois l'être, mais pas en euros. Mickaël Sadoun est avec nous, chroniqueur politique et consultant. Bonsoir. Ça va, Mickaël ? Ça va. Même si j'étais milliardaire, je viendrais vous voir tous les soirs. C'est bien, c'est gentil. Mona Jafarian est avec nous aussi, cofondatrice de l'association Femmes Azadi et auteure du livre Mon combat aux éditions Stock. Et puisque vous avez la parole, vous l'avez pas, je vais vous la donner. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Tout de suite, là ? Ça a commencé ? Oui. L'émission a commencé ? C'est ce que je viens de dire. Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Ah, d'accord. Le tour de table. De l'actualité. Je vous dis, il ne faut pas parler dans ce micro parce que notre réalisateur monte des dossiers. Je n'arrête pas de vous le dire. Arrêtez. Ah, mais il fait ça intelligemment. Oui. Sauf en ce qui concerne mon anglais. Voilà. C'est ça. Plus sérieusement avec vous, Mona Jafarian, Fribita, c'est important, c'est un sujet très grave. Oui, alors je vous raconte l'histoire de Bita Shafi qui avait 16 ans en 2022, donc quand il y a le mouvement Femmes, Vie, Liberté qui prend les rues en Iran suite à la mort de Mahsa Amini qui a été tué pour une mèche de cheveux qui dépassait de son voile. Et donc Bita va protester et elle va dénoncer les armes chimiques utilisées dans les écoles en Iran pour punir les jeunes filles qui ne portaient pas le voile. Elle va être arrêtée par le régime. C'est important de dire son âge, hein. Elle est très jeune. Elle avait 16 ans à ce moment-là. Elle va être emprisonnée, torturée, ils vont lui briser tous les doigts de la main. Elle va finalement être libérée et puis pendant ces 3 dernières années, elle va être menacée et harcelée sans cesse. Et il y a 2 semaines, la République islamique a arrêté sa maman qui a disparu depuis et il y a 1 semaine, Bita a disparu également. Donc on sait qu'elle est entre les mains de la République islamique et des criminels bassidj et on a besoin de faire entendre sa voix, on a besoin de faire connaître son nom et son visage pour espérer pouvoir lui sauver la vie. Donc voilà pourquoi je voulais parler d'elle aujourd'hui, d'autant plus qu'hier il y avait une manifestation à Paris pour les violences faites aux femmes et que dans cette manifestation il y avait des drapeaux de la République islamique d'Iran brandis dans les cortèges féministes et moi quand je vois ça en France et que de l'autre côté je vois mon autre peuple, notamment les femmes se battre au péril de leur vie pour la liberté, la démocratie et la laïcité, eh bien j'avais vraiment envie de passer un coup de gueule aujourd'hui et merci de me permettre de faire connaître le nom et le visage de Bita. Alors j'ai du mal à comprendre, comment vous l'expliquez ça ? Comment vous expliquez que les féministes aujourd'hui peuvent brandir ce drapeau en France ? Ça s'appelle pas le syndrome de Stockholm, mais le syndrome de Téhéran. Mais en fait, il y a une inversion totale des valeurs à laquelle on assiste, notamment depuis le 7 octobre. C'est-à-dire qu'en fait, sous couvert de lutte anti-impérialiste, anticolonialiste, indigéniste, eh bien, elles ont fait de l'homme blanc cis la cible privilégiée. Et dès lors que l'oppresseur est islamique ou racisé, comme elle l'appelle, eh bien, il faut taire les voix des victimes. Il faut absolument pas les mettre en avant parce qu'on risquerait de stigmatiser une partie de la population en France. Mais en fait, on appelle ça du racisme. C'est-à-dire qu'on essentialise toutes les personnes racisées en partant du principe que si on dénonce la République islamique, eh bien les gens vont s'en prendre aux musulmans de France. Et ça va même beaucoup plus loin puisqu'on nous a fascisés, on nous a nazifiés, on nous a interdit de scander les slogans qui sont, parce qu'en Iran, les femmes, elles scandaient ni voile, ni soumission, liberté et égalité. Eh bien ça, les féministes estimaient que c'était fasciste de le dire. Et d'ailleurs, dans la manifestation d'hier, un des mots d'ordre était la lutte contre l'islamophobie. Mais en fait, c'est-à-dire qu'on a atteint un stade où on ne peut même plus dénoncer le patriarcat religieux. Et moi, je le
le dis, c'est incroyable, mais que ce soit la gauche ou l'extrême gauche, pendant 100 ans, ils se sont battus contre les curés pour finir par lécher les babouches des mollahs à turban. Et c'est exactement ce qu'on voit, c'est-à-dire que des mouvements terroristes deviennent des mouvements de résistance, des régimes qui font de l'impérialisme, parce que la République islamique a été responsable de la mort de centaines de milliers de Syriens, des Palestiniens, des Yéménites, des Iraniens. Eh bien, on fait fi de tout ça sous couvert d'une lutte anti-sioniste qui finalement s'avère être juste une lutte antisémite. Et elles ont complètement perdu leur boussole morale, et même avec des faits, même en leur présentant la réalité, eh bien, elles préfèrent qu'on taise nos voix. Et donc, on avait ce panneau Femmes, Vie, Liberté, et puis 50 mètres plus loin, un drapeau de la République islamique. Donc, ça montre bien à quel point, en fait, elles ont perdu tout sens des réalités. En tout cas, elle s'appelle, c'est Free Bita. Vous pouvez bien entendu regarder sa photo et la partager surtout au plus largement. Philippe Bilger, on se cache derrière le parlementisme pour dissimuler l'aplaventrisme. Absolument, c'est une phrase de quelqu'un que j'aime beaucoup, dont j'abuse sûrement, Bruno Retailleau, mais il a raison, il a en réalité mis en cause l'attitude du Premier ministre, et il n'a pas totalement tort. Lorsqu'on voit la manière dont le ministre Nunez a refusé le délit de séjour irrégulier en prétendant que sa lucidité venait de l'approche technique dont il usait et contre les postures idéologiques qui auraient voulu ce délit de séjour irrégulier. Mais en réalité, c'est le réalisme qui devrait imposer l'existence du délit de séjour irrégulier, et c'est lui qui se trompe en invoquant une sorte de légitimité technique qui est absurde. Mickaël Sadoun, malheureusement, c'est à moins que vous vouliez réagir mais je suis tout à fait d'accord, surtout que le délit de séjour irrégulier existait jusqu'à une date très proche. Donc il faudrait que Laurent Nunez dise que tous ses prédécesseurs qui étaient avant François Hollande étaient des incompétents. Or, je crois que ça n'était pas le cas. Mickaël Sadoun, Leroy Merlin et Frontières, les entreprises doivent arrêter de s'engager. Oui, les engagements politiques et l'argent font-ils bon ménage? Pas évident. S'engager, c'est risquer de se mettre à dos tous ceux qui ne sont pas d'accord. La politique est division, l'économie est consensus. La politique aménage l'affrontement, l'entreprise aime bien ne surtout fâcher personne et surtout pas ses clients. En tout cas, c'était vrai jusqu'à ce qu'on invite les entreprises à s'engager sur tout un tas de sujets, regroupant leur prise de parole sous le terme vague de RSE, responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que la volonté de Leroy Merlin de retirer sa publicité du média Frontières, sous prétexte d'être un média trop à droite, a suscité une levée de bouclier générale qui est tout à fait étonnante et exclusive. Élu, commentateur, client de la marque, le tweet de Leroy Merlin a fait 20 millions de vues en 2 jours. La société Leroy Merlin a bien sûr le droit de faire ce qu'elle veut de son argent et donc de sa publicité. Mais elle aurait dû le faire avec plus de discrétion, en faisant étalage de son mépris pour Frontières et donc pour au moins 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Leroy Merlin a créé son propre bad buzz. Pire encore, l'entreprise a agi sur injonction des Sleeping Giants, une association d'extrême gauche, et de certains députés LFI qui veulent évidemment assécher financièrement tout média considéré comme trop à droite. Ce contexte renvoie au revirement conservateur des entreprises américaines depuis l'élection de Trump. Désormais, les entreprises ne pourront plus s'acheter aussi facilement une image de vertu en enfilant des poncifs gauchisants qui s'opposent en plus au mouvement démocratique dominant. Elles devront donc s'engager avec plus de talent ou alors, ce qui est encore mieux, se concentrer sur leur activité, suivant le précepte énoncé par l'économiste Milton Friedman en 1970 dans le New York Times. La première mission d'une entreprise, c'est d'abord et avant tout de gagner de l'argent. Très juste. Très juste, absolument. Très juste. Et surtout, Mickaël, dans la pause, là, vous disiez que ce mouvement aujourd'hui, la lâcheté des entreprises, est fortement battu en brèche aujourd'hui par les clients. Mais évidemment, c'est-à-dire qu'on s'est habitué quand même à un long mouvement où les entreprises pouvaient porter des engagements tout à fait partisans sans que ça suscite la réaction de personne. Et je pense que plus notre société se droitise, plus elle considère quand même que c'est un scandale. Faut voir même l'engagement des employés en interne dans les entreprises. Si vous êtes de gauche, vous pouvez tout à fait le dire. Si vous êtes de droite ou que vous êtes pour le Rassemblement national, il est hors de question que vous le disiez dans un open space ou dans les bureaux. Donc je pense que c'est en train de changer. Déjà, on ne devrait pas parler politique. Ça mettrait tout le monde d'accord. Je suis assez d'accord. Philippe David, vous voulez rendre un hommage aujourd'hui. Oui, un chanteur, ça nous rajeunit pas. Tiens, on va écouter son premier tube, c'était en 1969.
Oui, c'est Jimmy Cliff qui est décédé à l'âge de 81 ans en Jamaïque, pays d'où il était originaire. C'était le tube qu'il avait fait connaître, Many Rivers to Cross. Un slow, un tube mondial, un slow mythique. Vous savez que ce slow a une histoire. C'est sur ce slow que Casanova a été battu en nombre de conquêtes par Philippe Bilger. C'était en 69-70 en Et moi France. qui écoute très concentré. Philippe Bilger a tombé, mais un nombre de conquêtes sur ce slow énorme. Mais Mona fait la seule nouvelle vérifiée. Et on va mettre un autre immense tube. Décidément, le Cap d'Agde ne vous suffit pas, Philippe. C'est pas possible. Mais le Cap d'Agde, c'est dérisoire, ma chère Philippe. Vous savez qu'ils sont... bout de la musique. Non, mais ils sont en train de monter une statue, là. Il y a une statue, une stèle, hein, votre nom. Et un autre tube, alors beaucoup plus rythmé, lui, il date de 1983. J'aime bien ça. Alors ça, c'est beaucoup plus, c'est très bien, là, danser à la plage avec un verre à la main, c'est très sympathique. Donc Jimmy Cliff qui avait fait beaucoup de tubes, alors pas mal de reprises aussi, hein. I Can See Clearly Now, par exemple, c'était une reprise d'une chanson de Johnny Nash qui avait été un tube planétaire repris par lui dans l'émission dans le film Rasta Rocket qui avait cartonné il y a quelques années. Donc il a tiré sa révérence et c'était un grand artiste, une grande star du reggae et de la musique. Eh ben on continuera en tout cas à chanter ces chansons avec joie et bonne humeur. Allez, vous restez avec nous. On continue avec ce numéro de téléphone, le 0826 300 300. Vous savez que vous pouvez nous regarder sur notre chaîne YouTube. On vous fait des coucous. Vous pouvez aller voir sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok, un petit peu partout. On est avec vous dans un instant. On va revenir sur cette information sur l'IFOP qui dépose une plainte contre 2 députés de la France Insoumise suite à un sondage sur le rapport des musulmans de France à l'islam. On en parle dans quelques instants. Soyez les bienvenus. Et on est ensemble jusqu'à 20h. Et on finit en dansant là. Sud Radio, votre avis fait la différence. Oui, bonjour Sud Radio, merci de votre émission de donner la parole au territoire sur les campagnes. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette table, Philippe Bilger, bien entendu, avec Mickaël Sadoun, chroniqueur politique et consultant, Mona Jafarian, cofondatrice de l'association Femmes Azadi et auteur du livre Mon combat aux éditions Stock. J'imagine que ça se vend bien, ce livre. Oui, et pourtant pas beaucoup de médias ont accepté de me recevoir. Et ben voilà, nous on l'a fait. Voilà. Et j'ai parlé de vous, Philippe David ? Mais pas besoin. Non. Parce que vous... je comptais pas le faire. Donc Alors moi quand même, vous dites consultant. Consultant, c'est quand même le mec qui s'invente un métier. Donc je suis consultant en communication, en stratégie de communication, et je fais aussi du média training. Consultant, c'est en un mot, en 2 mots, je sais jamais. C'est dans 2 mots, me concernant. Le sultan des cons. Allez, tout de suite, plus sérieusement, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et l'IFOP qui dépose une plainte contre 2 députés LFI suite à un sondage sur le rapport des musulmans de France à l'islam, François Louis. Oui, après la révélation du sondage choc sur le rapport des musulmans à l'islam politique, l'IFOP dépose ce lundi une plainte contre 2 députés LFI, à savoir Paul Vanier et Bastien Lachaud. Alors Frédéric Dabi, vous êtes directeur général de l'IFOP. Bonsoir Frédéric Dabi. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. En tant que directeur général, comment vous réagissez à ces accusations qui sont quand même des accusations de manipulation idéologique ? Oui, je ne dirais pas ça comme vous, mais effectivement, nous on accepte toutes les critiques sur les sondages. Un sondage, c'est pas la vérité. La réalité, je le dis souvent sur vos antennes, c'est une perception du réel, mais face à des accusations aussi outrancières, reposant sur de la calomnie, des contre-vérités et une atteinte surtout à l'image et à la réputation de l'IFOP, qui, comme vous le savez, est le plus ancien institut de sondage français. Ce sondage ne tombe pas du ciel, puisque il s'inscrit dans une histoire. L'histoire de l'IFOP, qui depuis les années 50-60 est réalisé de très nombreuses enquêtes auprès des grandes religions. Nos auditeurs qui ont fait de l'histoire, de la sociologie ou je ne sais quoi, ont utilisé les enquêtes de Michela et Simon sur les catholiques pratiquants. C'était une enquête de l'IFOP. Il y a 2 ans, l'enquête LGC sur les pratiques des Français de confession juive, c'était l'IFOP. Idem pour les protestants. Et c'est vrai qu'on ne peut pas laisser passer de telles accusations et de telles calomnies. C'est très rare que l'IFOP porte plainte contre des élus. Nous, on a un grand respect des élus, de la chose publique. Vraiment, on doit dire stop. Philippe Bilger. À votre avis, Frédéric Dabi, est-ce que le point le plus douloureux pour ces 2 députés qui ont un comportement que je trouve indigne en ciblant l'IFOP, ça n'est pas le lien très fort qu'entretient une certaine jeunesse avec la charia ?
répondrai pas comme ça. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de tartufferie. Vous savez, il y a environ un mois, l'IFOP a publié une enquête pour la Grande Mosquée de Paris avec le même échantillon de 1005 personnes, la même méthodologie sur la question des discriminations, sur la question de ce qu'on appelle la musulmanophobie. Et ce sondage n'a posé aucun problème, aucune protestation. Il a même été repris sur le média des Insoumis, à savoir le média. Donc, on est surpris d'avoir de telles outrances, d'être qualifié d'islamophobe. On sait très bien depuis Charlie Hebdo ce que ça veut dire en termes de risque d'être vilipendé comme islamophobe, comme institut d'extrême droite. Nous travaillons pour le Parti communiste français, pour tous les partis politiques et toutes les organisations. Et c'est vrai que on a décidé à l'IFOP de prendre cette décision très très rarissime, parce qu'il y a un moment où une frontière, ou plutôt un pas a été franchi, et on ne pouvait pas laisser passer ça. Maintenant qu'il y a un agenda caché de ces députés sur la jeunesse, ce n'est pas mon affaire. Moi, mon affaire, c'était d'avoir fait avec mon ami François Cros, qui sera à Sud Radio dans quelques temps, une belle enquête avec un échantillon de 14 000 personnes pour identifier ces 1000 Français de confession ou de culture musulmane. Et Philippe David nous a souvent entendu à l'antenne dire que oui, un sondage, ça doit être pris avec prudence, ce n'est pas la réalité, c'est une perception du réel, il doit être remis en cause, c'est pas une photo figée, c'est quelque chose qui est destiné à nourrir le débat. Nous, on voulait nourrir le débat, comme on le fait depuis maintenant de très nombreuses années sur la question des religions. On a donné l'exemple de l'enquête sur la Grande Mosquée de Paris, et pas être une cible, ni être poursuivi de la vindicte de ses élus. Mickaël Sadoun, rapidement. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que la gauche déteste les chiffres et qu'elle déteste la science parce qu'elle prospère sur un certain nombre de mensonges qui sont absolument infalsifiables pour elle et qu'on ne peut pas remettre en cause. À savoir, l'islamisme ne serait pas un problème dans le pays. Ce sondage dit exactement le contraire, et d'ailleurs, il n'est pas le premier à le faire, puisqu'il y avait eu des études auparavant de l'Institut Montaigne, etc., qui prouvaient à peu près la même chose. Pareil pour l'immigration, ce ne serait pas un problème non plus, elle n'est pas en surnombre, alors que tout montre 500 000 entrées légales par an, 700 000 irréguliers. D'ailleurs, Laurent Nunez lui-même a été obligé de mentir sur ce chiffre-là. Donc, les chiffres posent un problème parce qu'il y a quelque chose d'assez irrévocable et irréfutable, même si évidemment il y a des erreurs statistiques et on le voit au long des sondages. Mais évidemment, ça pose un chiffre dans le débat public et il faut bien discuter à partir de ce chiffre-là et plus à partir de leurs fantasmes. Donc, ça les arrange pas tellement. Frédéric Dabi. Frédéric, vous êtes avec nous. Ce que vous dites, je suis plutôt d'accord. Je ne mettrai pas en cause toute la gauche, mais ses élus. LFI, c'est pas toute la gauche, loin de là. Mais ce qui est très intéressant, vous citiez l'Institut Montaigne, cette enquête, je le répète, se situe dans une histoire. Les premières enquêtes auprès des Français de confession musulmane sur leurs pratiques religieuses et leurs croyances datent de 89, 91, 94, et c'est assez savoureux. Le commanditaire était le journal Le Monde, et savez-vous qui à l'époque était le directeur du Monde ? Edouard Plenel. Oui, qui maintenant avec Mediapart, d'où l'article de Mediapart est un vrai tissu de mensonges, des chiffres inventés. Donc on est tombé il y a peut-être une gauche qui a, si c'est peut-être fourvoyé, et en tout cas qui refuse de voir non pas le réel, mais cette perception du réel qui, je le répète, doit être d'abord un objet de débat et pas une vérité. Merci beaucoup Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. En tout cas, merci pour votre témoignage. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. Le coup de gueule de Philippe David. Le narcotrafic ne pose aucun problème à certains candidats au municipal. On en parle dans un instant, mais tout de suite. Tout de suite, les incontournables de la bourse avec Thomas Binet. À tout de suite. Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les lundis soirs avec notre expert Fabien Cariel, directeur général de Saxo Bank, pour parler bourse et marché financier. Bonsoir Fabien Cariel. Bonsoir Thomas. Je vous propose, Fabien, que nous parlions aujourd'hui d'un mot qu'on entend partout quand on parle de bourse, les actions. Acheter une action, c'est quoi exactement ? Est-ce qu'on devient riche ou ruiné en achetant des actions ? Alors on va commencer par les fondamentaux. Qu'est-ce qu'une action concrètement, Fabien ? Alors une action, c'est un titre de propriété. Oui.
Quand on achète une action, on devient propriétaire d'une partie d'une entreprise. La valeur de notre action représente la part du capital qu'on détient. Donc quand on achète une action, c'est vraiment l'entreprise derrière dont on devient copropriétaire avec les autres actionnaires. Acheter une action, ça donne des droits. Il y a deux types de droits. Il y a les droits économiques, financiers, c'est-à-dire que quand on est propriétaire, on a droit à une partie du résultat que va distribuer l'entreprise, c'est ce qu'on appelle le dividende. Mais il y a aussi des droits politiques, c'est-à-dire qu'on a le droit à avoir de l'information de la société, comment la société est gérée, qui va publier son rapport annuel, qui va vous informer, et surtout vous participez à la vie de l'entreprise en votant en assemblée générale d'actionnaires aux décisions de gestion de l'entreprise. Donc si je vous comprends bien, quand on achète une action, on achète un peu d'ailleurs de l'entreprise réelle, pas juste un chiffre sur un écran du coup. Exactement, quand on achète une action, on finance une entreprise, on participe à la vie de l'entreprise, on détient une partie toute petite certes, mais des usines qu'elle détient, des chaînes de production qu'elle peut avoir, des employés qu'on va devoir payer, des produits qu'on vend. Si on détient une action par exemple de Netflix ou de Canal, on est un peu producteur de cinéma en finançant des séries, en finançant des films, en finançant des documentaires. Si la société fonctionne bien, la valeur de l'action va monter. Si la société ne va pas bien, le cours de l'action va baisser. Alors justement quand même, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le prix d'une action peut monter ou peut baisser ? Alors la bourse, c'est un marché. Donc il y a des gens qui achètent et il y a des gens qui vendent. S'il y a plus de personnes qui veulent acheter que vendre, le cours de l'action va monter. Et inversement, s'il y a plus de gens qui veulent vendre qu'acheter, le cours va baisser. C'est ce qu'on appelle l'offre et la demande. Mais qu'est-ce qui motive le volume d'achat et les volumes de vente? Il y a plusieurs choses. Il y a la santé financière de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise va bien? Son chiffre d'affaires est en croissance? Est-ce qu'elle dégage des résultats? Il y a la confiance qu'on a dans l'entreprise. Est-ce que l'équipe de direction en place est la bonne équipe pour gérer l'entreprise? Est-ce que le contexte économique actuel permet à l'entreprise de bien évoluer? Si tout autour d'elle ne va mal, mais même si l'entreprise est bien gérée, ça va être difficile d'avoir de bonnes performances. Et il y a bien sûr une part de psychologie, les rumeurs qui peuvent entourer l'entreprise, les effets de mode de certains secteurs dont on n'est jamais à l'abri. Du coup, comment fait-on concrètement pour acheter une action? Parce qu'on ne va pas à la bourse avec un costume, une mallette et on dit je veux telle action. Ça ne se passe pas comme ça. Non, plus aujourd'hui. Aujourd'hui, tout se fait en ligne grâce à Internet. On peut tout faire même depuis son téléphone portable ou son ordinateur, que ce soit sur les applications smartphone ou sur les sites des banques traditionnelles. On achète une action, il faut ouvrir un compte titre ordinaire ou un plan d'épargne en action, qui sont les deux supports sur lesquels on peut inscrire les actions qu'on veut acheter. Mais aujourd'hui, vous pouvez acheter depuis votre téléphone portable des actions en France, en Europe, aux États-Unis, même en Asie, n'importe où dans le monde, à partir du moment où la bourse sur laquelle négocie ces actions est ouverte. Alors une question que tout le monde se pose et que je vais vous poser, du coup, est-ce que c'est risqué d'acheter des actions? On entend souvent dire quand même qu'on peut tout perdre. Exactement. Investir en bourse comporte des risques de perte en capital. C'est pas juste un slogan qu'on lit ou une notification qu'on lit sur les communications des banques. C'est vrai, on investit dans une entreprise. Si l'entreprise va mal, votre investissement va baisser. Si l'entreprise fait faillite, vous pouvez perdre beaucoup d'argent, voire tout perdre. C'est pour ça qu'il y a un intérêt à diversifier, mais je pense qu'on en parlera dans des semaines suivantes. Acheter une action, ce n'est pas un jeu, c'est un investissement dans l'économie. Si vous croyez en l'entreprise, quand vous achetez ses produits, si vous croyez en la marque, achetez une action. Quand j'ai acheté mon premier iPhone il y a maintenant quelques dizaines d'années, si j'avais acheté une action Apple, aujourd'hui mon investissement aurait fait x50. Du coup, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais acheté d'action, un conseil, Fabien, pour quelqu'un qui voudrait se lancer et acheter sa première action, justement. Ce qui est important, c'est de faire le premier pas. On pense souvent que l'investissement en bourse est réservé à une élite, que ce soit une élite financière, des gens qui ont beaucoup d'argent, ou une élite des gens qui ont la connaissance, qui ont une expertise. Aujourd'hui, avec la démocratisation des marchés financiers, n'importe qui, avec des petites sommes, que ce soit quelques dizaines ou même centaines d'euros, peut commencer à investir en bourse. Ce qui est important, c'est de faire le premier pas. Prenez votre avenir financier en main. Commencez à faire tomber la première barrière psychologique qui est « non, c'est pas fait pour moi ». Allez-y, ouvrez un compte titre, ouvrez un PEA, investissez une toute petite somme que vous pourriez perdre, qui ne va pas changer votre niveau de vie, mais commencez par faire ce premier pas pour découvrir l'investissement financier. Merci Fabien. Et ce que je vais retenir donc du coup de notre échange, c'est qu'acheter une action, c'est participer à la vie d'une entreprise réelle, et que la clé, c'est de s'informer et de voir loin. On vous retrouve lundi prochain avec grand plaisir dans un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la bourse. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la bourse.
Thomas Binet. Avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Comme d'habitude, je vais faire l'appel. Philippe Bilger. Présent. Très bien. Mickaël Sadoun. Présent. Mona Jafarian. Présente. Philippe David. Chef, oui, chef. Mais mon Dieu. Depuis qu'ils ont mis sir, yes sir dans Full Metal Jacket. Reprenez-le, je vous en supplie. Ah non, allez, on veut le garder, il est trop bien. Allez, tout de suite. Bah justement, c'est à vous là. Ah bah oui. Voilà, là, c'est moi qui vais gueuler comme le sergent chef Hartmann. Et bah c'est votre moment. Il y a une église qui va être remise au centre du village. Allez, on y va. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe à Grenoble, préfecture de l'Isère. Pourquoi Grenoble ? Parce que les propos tenus par la tête de liste LFI aux prochaines municipales, Alain Brunon, concernant le narcotrafic, m'ont pour le moins surpris. En effet, dans un entretien accordé vendredi à actu.fr, le candidat insoumis a résumé sa politique vis-à-vis des narcotrafiquants en 2 phrases, je cite: offrir des moyens de médiation et de prévention, c'est la compétence d'une municipalité. Mon équipe n'aura pas vocation à faire la chasse aux dealers. Fin de citation. Vous avez bien entendu, si LFI gagne la mairie de Grenoble, la lutte contre le trafic de drogue se fera par la médiation et la prévention. Une formule qui prêterait à rire si la situation n'était pas aussi dramatique. Ce candidat sait-il que dans sa propre ville, un mineur isolé de 12 ans a pris une balle sur un point de deal en pleine nuit la semaine dernière? Pense-t-il que la médiation avec des gens qui tirent sur la moindre retenue à la Kalachnikov est la solution et que ces chérubins vont arrêter leur basse besogne après avoir croisé des éducateurs? Pense-t-il qu'à Marseille, les tueurs à gages qui ont assassiné de sang-froid Mehdi Kessassi en raison du combat de son frère n'auraient pas commis cet acte inqualifiable s'il y avait eu plus de médiation et de prévention? Médiation, prévention, cette politique aussi angéliste que neuneux a mené certains quartiers dans le mur et la France avec. On nous parle de guerre contre le narcotrafic, mais mène-t-on une guerre en discutant avec des gens qui ne respectent rien et qui n'ont de toute façon aucune envie de discuter tant leur commerce est lucratif? On espérerait de tous les maires de France qu'ils soient sur la ligne guerre aux trafiquants plutôt que ne pas faire la chasse aux dealers. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour le plus grand bonheur des réseaux mafieux. On imaginait difficilement un maire pire qu'Éric Piolle à Grenoble, mais il va nous falloir peut-être revoir notre copie. J'ai toujours une interrogation lorsque, avec talent, vous développez des dénonciations, évidemment que je partage. Je me demande si ces êtres-là pensent ce qu'ils disent ou bien s'ils cherchent seulement à provoquer. Parce que je ne peux pas penser que cet être est tellement stupide pour proposer ça. Je pense qu'il cherche à nous indigner et qu'il ne croit pas un mot de ce qu'il dit. Ah mais je vous envoie l'interview si vous voulez. Question que... C'est François Louis qui nous l'a soufflé à l'oreille ce matin. Voilà, Mona Jafarian. Non, je pense que malheureusement, ils y croient vraiment et il va plus loin puisqu'il le dit dans cette interview qu'en plus, il veut désarmer la police municipale. Donc, en fait, il veut que les policiers servent de chair à canon. Et effectivement, après ce qu'on a vu, cette marche blanche pour la famille Kessassi, je trouve ça vraiment d'une indignité totale. Mais de toute façon, LFI a un vrai problème. C'est-à-dire que, moi, je le dis souvent... Ils y étaient d'ailleurs à cette marche. Hein. Bien sûr... Et bien sûr, toujours en train de récupérer tout. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de racisme chez LFI qui est assez stupéfiant, puisqu'on le sait. Jean-Luc Mélenchon veut miser sur les voix des quartiers populaires, des banlieues. Et en fait, il y a une essentialisation des gens de banlieue. C'est-à-dire que là où nous, on ne cesse de crier que 95% des gens en banlieue sont victimes de 5% de cette minorité ultra violente qui tyrannise tout le monde, et bien en fait, eux, ils essentialisent toutes ces populations en disant, si on parle en faveur des trafiquants, on aura le vote des banlieues. Donc en fait, c'est eux qui sont aujourd'hui les plus stigmatisants, les plus racistes et qui font en sorte que cette société se polarise en mélangeant tout le monde dans le même panier. Et je pense que c'est pas uniquement de la provocation et que c'est vraiment une stratégie, mais une stratégie terrible qui pousse de plus en plus de nos concitoyens à vivre face à face et plus côte à côte. Alors ça a peut-être commencé par de la provocation, ils ont fini par s'auto-persuader peut-être. Mickaël Sadoun. Moi, je pense que Philippe Bilger surestime peut-être l'intelligence déjà de ce monsieur. Et en plus, je pense que
Tu te trompes en pensant que l'intelligence normale mène forcément à la vérité et au bon sens. Moi, je pense que par idéologie ou par mauvais caractère ou mauvais tempérament, on peut être amené à dire des choses très graves et très fausses. Et évidemment, je pense que ce propos en fait partie. Tout nous indique à penser que ce soit l'exemple de New York ou même à l'échelle d'un État entier de Bukele, on pense qu'on veut de lui au Salvador, mais en tout cas, il a obtenu des résultats probants. Tout nous amène à penser qu'il n'y a pas d'autre méthode que la brutalité contre les trafics de drogue. Il n'y a pas d'autre méthode que ça. Donc la médiation, tous ceux qui parlent ça, en ce moment... Ça c'est bien pour entre voisins, ça, la médiation. Et ça marche pas toujours. Hein, ça marche pas toujours. Et puis tous ceux qui parlent en ce moment de légalisation, comme si en fait c'était la solution d'abandonner et de légaliser, de créer un marché. Pourquoi ? Pour que les dealers mais en plus, aillent sur d'autres marchés. l'Espagne l'a fait, ça n'a pas marché. C'est une catastrophe. Et puis il y a eu différentes expériences aux États-Unis qui n'étaient pas probantes non plus. Donc légitimé pour ne plus avoir à interdire, quoi. Ouais, exactement. Mais est-ce qu'on peut lutter contre l'argent ? Soyons clairs. Est-ce qu'on peut lutter contre l'argent ? Contre l'argent. Ah, je suis sûr et certain qu'on peut lutter contre l'argent. Oui, je suis sûr. Quand vous donnez 1000 € ou 100 balles par jour à un gamin de 12 ans, vous pouvez lutter, vous pensez ? Je pense que si dans la balance il y a ces 100 € d'un côté mais qu'il y a une vraie sanction de l'autre, je pense qu'ils y songeront à deux fois avant de le faire. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un calcul rationnel et il n'y a pas assez de sanctions pour le moment pour qu'ils refusent cet argent-là, mais je le comprends. Et hier, si on a le temps, 30 secondes, Philippe. Sarah Knafo, dans un entretien très passionnant sur le grand jury, et rejoint un peu ce que vous venez de dire, Michael. Elle dit l'erreur d'aujourd'hui, c'est qu'on ne sanctionne pas toute la chaîne, même les petits. Bien sûr. On laisse couler. Allez, une fois d'accord. Vous restez avec nous à suivre pas le grand débat du jour, la question du jour, puisque vous l'avez certainement entendu. On parlait de Lyon 2. J'ai perdu Voilà. Non, pas du tout. Oui, c'est après la démission en mai dernier. Vous vous souvenez ce président de Lyon 2. Pour apologie du terrorisme, un professeur aujourd'hui d'histoire médiévale a diffusé sur les réseaux sociaux une liste de personnalités en majorité juive. Bien sûr, Bronca contre eux, Philippe David avec sa question du jour. Cette question, un professeur dresse une liste de personnes qu'il qualifie de génocidaires. Vous dites à 55% qu'il faut le révoquer, à 21% qu'il est dans son droit, à 13% vous êtes sans opinion et à 11% qu'il faut le sanctionner. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Dites-nous ce que vous en pensez, on a besoin de vous. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette table, Mona Jaffarian qui est avec nous, Philippe Bilger, Mickaël Sadoun, Philippe David bien entendu, et vous au 0826 300 300. Tout de suite, la question du soir. Ce poste, il est extrêmement représentatif de ce que nous vivons, c'est-à-dire une période d'assignation permanente au conflit entre Israël et le Hamas, comme si les Français juifs seraient comptables de ce qui se passe entre Israël et le Hamas. J'ai trouvé ça extrêmement choquant d'abord de désigner à la vindicte populaire 20 personnes qualifiées de génocidaires des personnalités françaises. C'est un cap qui est franchi et qui, à mon avis, doit être dénoncé par tous. Que ce poste émane d'un enseignant à l'université, c'est quelque chose qui est grave et qui, à mon avis, mériterait d'abord une indignation collective et je l'espère aussi des sanctions. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est une déclaration du président du CRIF, Philippe Bilger. Ma chère Cécile, nous sommes soumis dans les vraies voix en permanence à un tour de force, c'est-à-dire dans le débat officiel d'être aussi bon que dans les débats durant les pauses. Et là, sur ce sujet très délicat, il y a quelque chose à nourrir ma réflexion. On peut dire que, en effet, c'est distinct de l'activité professionnelle et que donc on peut poursuivre ce ciblage scandaleux dont Mona a été victime d'une manière en quelque sorte classique par le droit de la presse. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, Mona Jaffarian est dans cette liste de 20 personnes. Ou alors on pourrait aller plus loin et considérer que le professeur qui, de manière séparée, met en cause le caractère absurdement et faussement génocidaire de certains, perd sa légitimité de professeur et en réalité
perd toute crédibilité en tant qu'enseignant, et dans ce cas-là, à mon sens, je n'hésiterai pas, il devrait être révoqué. Parce que la lâcheté de la hiérarchie, la faiblesse de l'état de droit ne laisserait pas d'autre remède que la révocation. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas l'information, il a posté cette liste d'une majorité de juifs, mais pas tous, qu'il a posté sur son compte Facebook. Mona Jafarian. Alors je le disais, vous êtes sur cette liste, donc j'imagine que vous avez peut-être une réflexion un peu tronquée, puisque voilà, c'est ce qu'on appelle une cible dans le dos en fait. Ah bah c'est clairement une cible, et puis les mots sont forts. Hein. Traiter quelqu'un de génocidaire, c'est pas anodin quand même. Et surtout, il le fait, je prends mon cas personnel, parce que je suis activiste et que je lutte contre la République islamique, et de facto, avec le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, enfin tous les proxys de la République islamique, et parce que j'ai eu le malheur de dire au moment de la reconnaissance de la Palestine qu'il fallait absolument la conditionner pour désarmer le Hamas, pour pouvoir obtenir des conditions. Donc on n'est même pas face à des gens qui disent il ne faut pas un État palestinien, on dit il faut un État palestinien, mais il faut des conditions, sinon vous n'arriverez jamais à vous débarrasser des tentacules de Khamenei. Ça fait de moi une génocidaire. Dès que l'annonce devient virale, les menaces de mort commencent. Et on en parlait hors antenne, ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, dans le milieu activiste, une pathie, c'est exactement là. Ça, c'est-à-dire que, en gros, ces gens-là savent... Pathie, hein, pour que ceux qui... Voilà, exactement. C'est qu'ils ont dans leur milieu d'activisme d'ultra-gauche et islamiste, puisqu'aujourd'hui ils marchent main dans la main, des gens très dangereux. Donc à force de véhiculer ce genre, c'est diffamant, c'est des propos diffamants, eh bien il suffit que ça tombe dans l'oreille de la personne qui doit l'entendre, et il se passe un drame. On va prendre un exemple très concret. On parlait tout à l'heure de la plainte que l'IFOP veut déposer. Eh bien, en fait, tout LFI a instrumentalisé en fait ce sondage pour pouvoir s'en prendre nommément à Nora Bussini et Emmanuel Razavi, parce que ils ont mené une enquête très complète sur la République islamique d'Iran et l'entrisme de ce régime terroriste en France. Donc, c'est pas pour rien qu'LFI s'en prend nommément à ces deux journalistes. Eh bien, dès que LFI tweet, dans l'heure qui a suivi, à l'autre bout, donc Nora Bussini est carrément en conférence en Suisse. Elle est placée sous protection policière par la police suisse parce qu'elle est immédiatement menacée de mort. Donc on voit bien que ce genre de propos qu'on jette comme ça, des noms qu'on jette en pâture sur les réseaux sociaux, ont des vraies conséquences dans nos vies. Je vis déjà protégée par la police et on me colle un statut de génocidaire parce que je lutte contre un régime qui, pour le coup, est réellement génocidaire. Et je trouve ça, moi je pense qu'il doit être viré, parce que ça va déjà très mal dans l'enseignement supérieur. On voit bien qu'on a de plus en plus de groupuscules violents. La semaine dernière encore, il y avait une vidéo qui sortait d'étudiants qui appelaient au déluge d'Al-Aqsa en France, qui glorifiaient le Hamas. Et en fait, on a cette bascule dont on parlait tout à l'heure avec les milieux féministes. Et en fait, quand il n'y a plus de boussole morale, eh bien je pense que l'État, l'exécutif doivent agir de manière beaucoup plus ferme pour que nos universités restent des lieux de savoir, d'échange, de débat, avec des données factuelles et pas de la diffamation qui pourrait atteindre à nos vies. Alors je rappelle quand même que la démission en mai dernier du vice-président de Lyon 2 avait salué en tout cas la mémoire de l'ancien chef du Hezbollah, et donc c'est pour la raison pour laquelle il est visé par une enquête pour apologie du terrorisme, ce qui était déjà bien lourd. Ah bah évidemment, ces milieux sont totalement infectés. Moi, vous connaissez évidemment mes combats, mes opinions sur la question antisémite, la question israélo-palestinienne, la sécurité en France, le développement de l'islamisme, l'islamo-gauchisme. Mon admiration évidemment totale et inconditionnelle pour Mona Jafarian, pour son courage, les combats qu'elle mène sur plusieurs fronts en plus, ce qui l'expose en plus à une menace multiforme. Et si ça ne tenait qu'à moi, ce type-là, qui exprime clairement en fait un appel à la violence, il dormirait en prison en fait. Voilà, je le dis, pour moi c'est un type dangereux. Mais j'estime qu'il est dangereux à titre d'individu et pas à titre de professeur, parce que ce qu'il a fait, il l'a pas fait dans l'exercice de ses fonctions. Donc le révoquer simplement par l'université, on ne sait pas ce qu'il dit pendant ses cours, mais bon, on va pas le suspecter de plus. Mais si vous voulez, le révoquer, ça créerait un précédent, je pense, qui serait dangereux pour la fonction de professeur, parce qu'évidemment il y a beaucoup de professeurs dans le supérieur qui sont engagés sur le côté et à qui on pourrait reprocher d'avoir des engagements politiques, etc. Donc pour moi il doit être condamné et très durement à titre de personne, et je vous le dis encore, mon idéal ce serait qu'il finisse en prison, parce que on peut pas dresser des listes de gens dans le contexte de montée de l'antisémitisme, de ce qu'on a dit sur Rima Hassan et les agents Sorpi, etc. C'est-à-dire que le camp pro-palestinien est
je dirais la gauche en général, est extrêmement violente, beaucoup plus violente et virulente que la droite ou que son pendant pro-israélien, etc. Donc, pour moi, il doit être condamné, mais pas à titre de professeur. Avant de donner la parole à Philippe David, est-ce que quand on est professeur, en tout cas, à l'université, est-ce qu'on n'a pas quand même un devoir, puisque là, c'est une liste de gens à qui, on leur met une cible dans le dos. C'est pas, on n'est pas d'accord avec ce que vous dites sur la Palestine ou on n'est pas d'accord avec ça. C'est une liste qui, pour moi, est terrible. C'est-à-dire que c'est une liste qui veut dire ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça en fait un type absolument dangereux, on est d'accord. Mais est-ce qu'il y a un devoir de réserve ? Bien sûr qu'il y a un devoir de réserve pendant les cours, pas en dehors. De la même manière que au travail ou est-ce que si votre enfant était dans son université, vous continueriez à dire ok, pas de problème, il continue les cours avec lui? C'est bien qu'il y a une collusion entre. J'expliquerai très certainement à mon enfant que son professeur est un idiot fini. Ouais. Mais Michael, c'est même pas le ciblage. C'est le fait que lorsqu'il tient ses propos en dehors de l'activité professionnelle, on peut considérer qu'il viole le socle à partir duquel sa légitimité de professeur ne peut qu'exister. Mais le pire, c'est quand même de traiter des gens qui vivent tous en France, d'ailleurs, si je ne m'abuse, de génocidaires. C'est-à-dire les être au même niveau que Hitler, Himmler, Eichmann, Staline, Beria ou Pol Pot, Yang Samri. Vous voyez un peu. Bon, j'ai pris trois latitudes différentes. C'est-à-dire des gens qui commettent des crimes contre l'humanité. Est-ce qu'on se rend compte de ça ? Quand je vois pour quelles raisons on révoque des fonctionnaires de police, d'accord, ou d'autres fonctionnaires, même si la police, c'est eux en général les plus ciblés, et que quelqu'un qui balance ça et qui assume, puisque sur les réseaux sociaux, il aurait mis les petits fonctionnaires de la Hasbara Chaste-en-Meute derrière la très mal nommée l'ICRA, en confondant bien sûr juifs et sionistes, partisans du génocide en Palestine, confusion typiquement antisémite. Si ça, c'est pas assumer ses propos, alors c'est quoi ? C'est quoi ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas le moindre commencement de début de repentance. Un mot qu'on aime bien utiliser d'ailleurs. Là, rien du tout. Donc, désolé, l'université française n'est pas un dépotoir. On en a viré des gens comme... On a viré à très juste titre. Bah tiens, il y avait quelqu'un qui avait fait une thèse qui disait que les chambres à gaz n'avaient pas existé. C'était pas à Lyon 2, c'était à Lyon 3, qui s'appelle Bernard Notin. Il s'est fait dégager. Très bien. Bah là, il faut dégager aussi du monde à Lyon 2. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce débat. Tout de suite, un point très rapide sur la Transat. Sud Radio fait sa Transat. Et c'est la dernière ligne droite pour Joël Paris, skipper malvoyant, et Goulven Marie, navigateur pro engagé dans la catégorie classe 40 avec le bateau Rêve à perte de vue. Et ça y est, ils vont bientôt arriver, François. Et oui, Cécile, nos deux skippers devraient franchir la ligne d'arrivée de Fort-de-France, donc en Martinique, demain, mardi 25 novembre, après 30 jours en mer déjà. Alors on sait tout ce que nos amis ont traversé, c'est une très très bonne nouvelle. Mais est-ce qu'on sait s'ils vont être classés ? Parce qu'on sait que la direction de course, en tout cas, n'était pas forcément en leur faveur. Ouais, la direction de course a arrêté le classement en fait ce lundi 24 novembre, donc à midi. Donc un petit peu dommage pour notre duo dont l'arrivée est estimée, comme je l'ai dit, demain à 7h30. Alors Joël et Goulven ont quand même tenté de négocier avec la direction de course, mais elle dit niet. En fait, c'est une qualification qui se joue à quelques minutes. Quelques minutes, vraiment. En fait, tout s'est joué, vous en souvenez sûrement, lors de leur retour à la Corogne pour réparer leurs problèmes techniques de moteur et d'antenne satellite. Et c'est peut-être en fait ce détour qui leur a coûté la qualification. Mais quoi qu'il en soit, moi je pense qu'on peut vraiment les applaudir très fort et leur dire un grand bravo pour tout ce qu'ils ont accompli. Voilà. Bravo à Goulven et à Joël. C'est tellement courageux en tout cas. Bravo, on les embrasse bien fort et on a été très heureux et très fiers en tout cas d'être en partenariat avec eux. Et très fiers en tout cas d'avoir accueilli ce soir Mona Jaffarian avec nous, cofondatrice de l'association Femmes Azadi et auteure du livre Mon combat aux éditions Stock. Et vous savez comment on vous aime, Mona Jaffarian. Philippe Bilger, merci beaucoup. Michael Sadoun, merci beaucoup. Dans un instant avec Philippe David. Philippe David. Les vraies voix citoyennes, avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Et on va recevoir l'association Notre Affaire en Tous, qui est en première ligne des combats juridiques pour notamment l'inaction climatique. Et à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons